7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines. Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, gros plan sur l'affaire des ex-traducteurs afghans. Ils ont travaillé pour l'armée française et certains se retrouvent toujours menacés de mort par les talibans dans un pays où la toute récente élection présidentielle ne présage pas d'une amélioration de la situation. L'affaire des traducteurs est médiatisée depuis plusieurs années maintenant. Plus de 260 d'entre eux ont pu obtenir un visa pour la France. Quentin Muller et Brice Andlauer, bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous chez 7 milliards de voisins. Vous êtes journaliste indépendant et vous avez enquêté, vous avez publié un livre il y a près d'un an de plus de 300 pages, ultra documenté. Vous publiez maintenant une bande dessinée, donc plus grand public, Traducteur afghan, une trahison française, aux éditions La Boîte à Bulles, pour une nouvelle pression finalement aux autorités françaises, parce que c'est vraiment une enquête à charge, sur des dossiers qui sont toujours coincés à Kaboul. Derrière les méandres politiques de l'administration française, les ministres aussi qui se succèdent, eh bien finalement il y a des Afghans issus des classes moyennes éduquées, parlant français ou anglais, qui ont été des maillons essentiels pour la présence française jusqu'en 2012, date du début du retrait. On sera également avec nous dans le studio, il est coincé dans les transports, mais il arrive, Abdulrazek Adilkhan, qui est arrivé en France en 2016 et qui a travaillé pour l'armée française en Afghanistan comme traducteur. Il va nous raconter son parcours. Il est aujourd'hui président de l'association des anciens interprètes de l'armée française en Afghanistan. Et au-delà de l'Afghanistan, ça pose quand même toute la question des personnels locaux sous contrat avec l'armée dans d'autres zones d'intervention et qui éventuellement s'exposent à des représailles ensuite dans leur pays. 7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins. Quentin Muller et Brice Andlauer, sur les 800 hommes là, qui ont été employés par l'armée française en Afghanistan, ce qu'on appelle les PCRL, les personnels civils de recrutement local, tous n'étaient pas traducteurs. Non, il y avait des physionomistes, il y avait des gens qui s'occupaient de l'intendance, il y avait des gens qui s'occupaient de la logistique, enfin tout ce qui permet en fait à une armée de fonctionner correctement au quotidien. Il y avait tout type de contrats, mais le maillon principal, c'était effectivement l'interprétariat et puis aussi le lien culturel avec le pays, puisque l'Afghanistan est un pays très dense, très compliqué, avec beaucoup de tribus, beaucoup d'ethnies. Et ils avaient besoin de personnes locaux pour comprendre ce qui se passait et savoir comment avancer. Sans ces jeunes hommes-là, ils étaient complètement aveugles et sourds dans ces vallées. Donc il y a eu plusieurs vagues successives de... Alors on ne parle pas d'accueil de réfugiés, contrairement à ce que nous, on pourrait imaginer. On parle de relocalisation. Oui, tout simplement parce que ce ne sont pas des réfugiés, ce ne sont pas de simples... Enfin, j'aime pas le mot simple migrant, parce que quand on quitte son pays, c'est toujours... c'est pas par choix, c'est pas par plaisir, mais ce sont des gens qui ont collaboré avec notre armée et qui font partie de la France, qui font partie de l'histoire de la France en Afghanistan. Donc, et pourquoi le mot relocalisation ? Ce sont des gens qui arrivent, qui ont ensuite un titre de séjour pour 10 ans. Pourquoi ça s'appelle relocalisation ? Alors, on a employé ce terme, enfin c'est pas nous qui l'avons employé, non, mais c'est un terme technique. Française. C'est un terme technique pour dire tout simplement que ceux qui étaient choisis, les rares qui ont été choisis pour le rapatriement, à leur arrivée, ils avaient un logement, droit à un logement, donc on leur avait trouvé au préalable un logement vacant. Ils avaient une aide également pour trouver des meubles, la vaisselle, une aide aussi pour les vêtements, une aide pour inscrire les enfants à l'école, pour ouvrir des formations, le droit à des formations professionnelles et pour en fait une intégration à la société française. Et ça, Abdulrazek peut très bien en témoigner puisqu'il a bénéficié de cette aide-là quand lui est arrivé en 2016. Abdulrazek Adilkhan, merci de nous rejoindre dans le studio de RFI. Faut dire que vous habitez pas en région parisienne, vous habitez dans le nord de la France, à Laon, à près de 100 km de Paris.
À peu près 134 km loin de Paris. Donc, voilà, vous êtes arrivé en 2016. Hein. Je suis arrivé le 31 mars 2016. Et vous avez été accueilli directement à Laon. Exactement. Ce n'était pas nous qui a choisi, c'était l'État français qui a choisi de nous loger à Laon. Vous êtes toujours logé là? Oui. Vous êtes arrivé seul? Non, je suis arrivé avec ma famille. C'est-à-dire? Je ne suis pas seul, on est presque 22 familles qui sont arrivées, qui sont hébergées à Laon. On l'a dit, Quentin Müller et Brisson de Lauer, plusieurs vagues successives de relocalisation, d'accueil de ces ex-traducteurs afghans en France. Ça s'est fait, on va dire, vraiment au forceps. Ça a été laborieux. Hein. Oui. Faut le dire, ça a été laborieux. Enfin, là vous parlez de vagues de rapatriement. Je dirais que ça a été... alors, en premier lieu, en 2012, quand l'armée commence à quitter l'Afghanistan, il y a un choix, il y a une commission secrète qui se rassemble, il y a un choix qui est fait. Vraiment, là, on parle d'un quota, à l'époque, de 35. Donc, il fallait choisir... C'est ridicule par rapport à ces 800 35 personnels. sur 800 embauchés. Donc, à l'époque, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, émet ce quota-là et dit aux militaires et au personnel de l'ambassade, vous me choisissez 35 parmi ceux-là. Et c'est pas plus. Et à l'époque, Bernard Bajolet, qui était ambassadeur français à Kaboul et qui était ami avec François Hollande, se rend à Paris et rencontre François Hollande et lui dit, est-ce qu'on peut doubler ce quota? Et on passe à 75. Mais c'est toujours ridicule. Alors, en fait, 73 ont reçu un visa, c'est ça, en 2013. Voilà, ça. Après, il y en a eu une centaine en 2015, 51 en 2018. On parle vraiment, comparé à l'ensemble des migrants et des arrivées de migrants, vraiment, ce sont des tout petits contingents. Ce sont des chiffres dérisoires. Ouais. Aujourd'hui, combien de traducteurs attendent encore pour un visa vers la France? Abdulrazek Adilkhan, vous qui êtes président de l'association des anciens traducteurs. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, il y a pas beaucoup d'interprètes qui restent en Afghanistan, mais il y a des interprètes aussi qui sont en Turquie, par exemple, qui sont partis aux États-Unis, qui sont en Allemagne, en Espagne. Mais je peux vous dire qu'il y a une soixantaine ou 70 interprètes. Moi, je parle d'interprètes. Il y avait des polyvalents, des cuisiniers aussi. 70 interprètes qui sont encore en Afghanistan, qui attendent le visa pour être relocalisés par la France. Dont certains sont menacés de mort encore aujourd'hui. Certains ont reçu des attaques il y a peu de temps. Ça fait longtemps, depuis longtemps qu'ils reçoivent les menaces, le tract, donc de fait de leur collaboration avec l'armée française, comme M. Moulin-Quentin vous a dit que depuis qu'on a travaillé avec l'armée française, on a souffert beaucoup de menaces de la part de talibans et leurs sympathisants. Comme nous étions, en fait, nous faisions la fonction d'interprète et de traducteur, mais aussi nous étions comme le conseil culturel côte à côte de l'armée française et nous jouions un rôle très primordial dans le cadre de la mission de l'armée française. Vous avez travaillé jusqu'en 2014. Moi, j'ai commencé mon travail de fin de 2001 jusqu'à fin de 2014 avec l'armée française. Quand vous cessez votre travail pour l'armée française, c'est à ce moment-là que vous avez commencé à recevoir des menaces ou avant? Non. Exactement. Jusqu'à 2007, la situation sécuritaire pour les interprètes et pour l'armée française était calme. Après 2007, on a vu que la situation sécuritaire et les conditions, ça changeait et ça dégradait de jour en jour pour l'armée française et pour les interprètes. Et puis, à partir de 2008, en fait, les menaces ont commencé vis-à-vis des interprètes et aussi, quand vous quittez votre travail pour l'armée française quitte le territoire, vous n'avez plus de protection. En fait, l'armée française, ils ont quitté fin de 2014. Moi, à l'époque, je travaillais avec l'armée française, mais durant mon travail, j'ai été aussi menacé plusieurs fois par les talibans et Daesh. Et comment vous avez vécu cette période entre 2014 et 2016 où vous êtes en Afghanistan, vous êtes menacé et vous n'avez plus la protection de l'armée française? Après le retrait de l'armée française de l'Afghanistan, comme au début, l'armée française nous a promis qu'ils vont nous protéger, qu'ils vont nous donner un visa, mais malheureusement, on peut dire qu'ils nous ont abandonnés. Donc, j'ai été obligé de faire la manifestation plusieurs fois devant l'ambassade de France. Donc, on a vu que en 2013, on a vu que le niveau de la menace a augmenté de jour en jour pour nous. Et donc, moi, en tant qu'un président de l'association, on a décidé de réunir
tous mes collègues au parc Charenau, devant de l'ambassade de France, de trouver une solution, de faire une manifestation grâce à deux journalistes RFI. Donc, on a pu médiatiser notre sujet. Vous avez dit tout à l'heure, Abdulrazak Adilkhan, qu'aujourd'hui, il y a des personnels, donc des anciens personnels civils de recrutement local de l'armée française, qui ont quitté l'Afghanistan parce que c'était plus tenable pour elles et pour leurs familles, qui n'ont pas eu les visas pour la France, qui sont partis ailleurs. Il y avait un papier dans La Croix ce matin sur la situation en Turquie. Il y a une dizaine d'anciens traducteurs en Turquie qui sont en attente de visa. Et alors là, la France est assez cynique parce qu'elle dit vous êtes en Turquie, donc vous n'êtes plus menacés de mort. Oui, oui. En réalité, ils sont sur le point de ne plus avoir ni d'inscription à l'école, ni de protection de santé, ni rien en Turquie, où ils sont indésirables. En fait, il faudrait qu'ils reviennent en Afghanistan pour potentiellement faire partie de la protection fonctionnelle et d'être éligible devant le Conseil d'État à la protection fonctionnelle. C'est quand même assez hallucinant. Ça veut dire que ceux qui ont quitté l'Afghanistan et qui donc ne sont plus mécaniquement menacés de mort voient s'évanouir tout espoir de visa pour la France ? Oui, bien sûr. Comme ils ont déjà fait la demande de visa plusieurs fois auprès de l'ambassade de France, mais malheureusement, leurs dossiers ont été rejetés par l'administration française en disant qu'ils ne pouvaient pas remplir les critères. Mais c'était toujours pas clair, c'était toujours vague pour certains interprètes. Après, ils ont vu que le niveau de la menace est augmenté, donc ils étaient obligés de quitter l'Afghanistan. Certains d'entre eux ont décidé de prendre le chemin et rejoindre l'Europe clandestinement. Ils sont en Turquie, en Allemagne, comme je vous ai dit, en Espagne. Donc certains d'entre eux, ils ne sont pas venus en France exprès, on peut dire. Ils avaient peur s'ils viennent en France. Après, leur dossier sera encore rejeté par l'administration française, comme il y a eu un interprète au nom de Bassir Ibrahimi. Lui, il a fait la demande de visa. Quand il est venu en France, son dossier a été rejeté plusieurs fois par la France. Vous parliez tous les deux de menaces, etc. C'est vrai que le mot menace c'est un peu flou. On peut en parler avec Abdulrazak dans la BD. Et avec certains cas précis. Voilà. Notamment Abdulrazak, quand il était encore interprète pour l'armée française, donc quand il était encore en fonction, lui, donc c'est un passage de la BD, on raconte la nuit, un taliban a posé une bombe sur la porte de sa maison, sa maison s'est écroulée sur Abdulrazak. Donc c'est pas seulement des appels anonymes, c'est plus que ça va beaucoup plus loin. Et quand on voit des familles d'interprètes afghans qui prennent leur baluchon et qui partent avec femmes et enfants sur la route des migrants pour venir en France, c'est pas par plaisir, c'est pas pour profiter du système français, c'est pour vivre une vie sereine et de paix. Et ça, je crois que le ministère des Armées ne l'a pas compris. Justement, sur quels critères ont été attribués les visas jusqu'à maintenant ? Il y avait la maîtrise de la langue française, c'était quelque chose d'important. En général, le ministère des Affaires étrangères de France avait choisi 3 critères. Le service période rendu à l'armée française, la qualité du service et le niveau de la menace. Pourtant, nos collègues pouvaient remplir ces critères. Mais vous avez travaillé particulièrement longtemps pour l'armée française. Bien sûr. Comme je vous ai dit, depuis fin de 2001 jusqu'à fin de la mission de l'armée française de l'Afghanistan. 2014. J'étais avec eux. Lorsque je travaillais avec l'armée française, c'était en 2011 que j'étais menacé directement par les talibans. Il y avait une grosse bombe qui était dissimulée derrière ma maison et ma maison était entièrement effondrée. Donc, après... Quelles sont les preuves qu'il fallait donner pour établir les demandes de visa ? Donc, on n'a pas pu trouver une preuve comme il vaut, par exemple. Nous, à chaque fois qu'on emmène un dossier de la part de policiers afghans qui sont bien confirmés que nous sommes menacés par les talibans, mais qu'on en montre pour monsieur l'ambassadeur de France, il dit que ce n'est pas une preuve pour nous. Mais je ne sais pas quel type de preuve ils veulent, mais ça, on n'a pas bien compris jusqu'à en croire. Pour revenir sur les critères, il y a un dernier critère qui a été utilisé en 2012 et on est le seul pays de la coalition à y avoir eu recours, à la différence des États-Unis par exemple, qui avait 3 critères très objectifs. Nous, on a rajouté un critère très subjectif qui était la capacité d'intégration à la société française. Ce qui a donné lieu à des jugements assez curieux dont on a vu la trace dans notre enquête, qui disaient par exemple que monsieur va un peu trop à la mosquée, donc il doit être un peu trop islamiste, ou monsieur semble bien au courant du système d'aide sociale française. Des choses comme ça qui, en fait, dans ces dossiers-là, ils ont été refusés. On est le seul pays à avoir mis cette dose de subjectivité
qui a donné lieu à considérer que tous ces hommes étaient des menteurs et des opportunistes qui voulaient venir en France pour des raisons migratoires. Il y avait aussi dans ces dossiers de demande de visa des notes de gradés, des recommandations, des reconnaissances de services rendus. Certains ont même eu des médailles militaires, ou pas d'ailleurs. Oui, c'est arrivé. Il y avait un interprète qui avait sauvé la vie de plusieurs militaires dans une embuscade qui avait été décorée. Il y a aussi beaucoup d'interprètes qui sont morts au combat. Ça, c'est un travail que nous, on a fait dans l'enquête, c'était de reprendre toutes les coupures de presse qui racontaient les morts des militaires français sur le terrain. Et on s'est rendu compte qu'à chaque fois, en fin d'article, quasiment, il y avait marqué l'interprète qui était à leur côté est mort également. Le nom n'est jamais cité, il n'y a jamais de cérémonie. Bon, ils étaient vraiment, ils faisaient partie prenante des équipes. C'est toute la difficulté, en fait. Vous étiez sous contrat avec l'armée, contrat local, contrat français et ensuite contrat local. À partir de 2011, bien sûr. Et vous aviez un travail qui était à la fois bien défini et pas si clair que ça, Abdulrazek. Non, au début... On ne pensait pas de ce sujet. Franchement, qu'un jour, on sera menacé ou un jour, on aura des difficultés comme ça. Mais au début, on était très content de travailler avec l'armée française. Et petit à petit, on a vu que la situation s'est changée. C'était autre chose. Pourquoi vous avez décidé de travailler pour l'armée française ? Parce que au moment où la coalition de l'OTAN se déploie. Le but, c'était de travailler avec l'armée française, de participer dans le domaine de construction de notre pays. En plus, après la chute du Taliban, on a vu qu'on va avoir un pays en voie de développement. Et nous aussi, nous avons pris part pour la construction de notre pays. Alors, vous ne parliez pas français quand vous avez commencé à travailler avec l'armée ? Au début, je parlais anglais. J'avais signé un contrat en tant qu'un traducteur anglais d'Ari ou anglais-perse. Donc, petit à petit, j'ai appris le français et j'ai changé mon contrat. Avec l'armée, avec les soldats. Voilà, en contactant avec l'armée française, j'ai appris... oui, parce qu'on découvre dans votre enquête, Quentin Müller et Brice Andlauer, qu'en fait, ces interprètes afghans, une minorité d'entre eux, par les Français, la plupart étaient employés pour traduire des langues locales du Dari ou d'autres langues vers l'anglais. Oui, alors une minorité, un tiers à peu près. J'ai pas les chiffres, mais il y en avait quand même quelques-uns qui parlaient bien français, puisqu'il y a 2 lycées français à Kaboul. Un bon tiers, je pense. Notamment le fameux lycée Istiklal, très connu. Voilà, et puis moi j'ai rencontré aussi des interprètes qui faisaient FLE, donc français langue étrangère, à l'université, et je suis tombé sur des interprètes qui étaient vraiment francophiles, c'est-à-dire même avant l'arrivée de la France en Afghanistan, ils connaissaient la France à travers des livres d'histoire, ils connaissaient la France à travers des photos, ils aimaient vraiment la France. Donc on n'était pas sur des profils de jeunes hommes qui étaient opportunistes et qui voyaient ça juste comme une opportunité financière. Pas du tout. On en est très loin. Comment vous avez été recruté par l'armée française, Abdulrazek Adilkhan ? Quand j'ai vu que les soldats français faisaient la patrouille en ville de Kaboul, donc j'ai rendu mon CV pour un caporal-chef de la compagnie d'infanterie qui travaille pour la compagnie d'infanterie. Et puis, après un mois, j'ai été convoqué pour être embauché. À l'époque, vous aviez quel âge ? Vous aviez quel âge à l'époque ? J'ai eu 17 ans, si je ne me trompe pas. Vous aviez 17 ans 17 ans quand j'ai commencé mon travail avec l'armée française. Donc vous aviez en fait, le lycée. Moi, j'ai grandi avec l'armée française. Je travaillais jusqu'à... j'avais déjà terminé le lycée, mais je travaillais à l'époque avec l'armée française. Et dans l'après-midi, j'étudiais l'université aussi. Comment vous avez vécu ces années de travail avec l'armée française ? C'était pas un travail comme les autres, bien évidemment, mais vous n'étiez pas dans un pays comme les autres. Quelles étaient vos relations avec l'armée, avec les gradés, les soldats ? Nous avions une très bonne relation avec les soldats, avec les cadres, le colonel, avec le lieutenant-colonel. Vous étiez bien traités ? Bien sûr, on était bien traités. Donc, on était comme des amis. On participait souvent dans les opérations militaires aussi. Mais comme je vous ai dit, nous n'étions pas seulement l'interprète, nous faisions aussi la fonction comme les soldats. Nous étions toujours à la tête de l'équipe de la patrouille de l'armée française. Ça dans revient. Différents villages. Et, voilà. Et ça revient pas mal dans votre enquête, Quentin Müller et Brice Andlauer, cette proximité réelle
du fait du conflit, bien sûr, et du terrain extrêmement difficile entre les interprètes et l'ensemble des personnels d'ailleurs, mais peut-être plus avec les interprètes et les soldats. Oui, il y a des liens très forts qui se sont noués sur le terrain. Il y a d'ailleurs des militaires qui sont allés, qui sont beaucoup engagés pour leurs interprètes après le retour, une fois que l'affaire a éclaté, qui ont essayé de les aider à leur niveau. Alors c'est toujours compliqué d'aller contre sa hiérarchie. En plus, quand on est militaire, on a un devoir de réserve, donc c'est un peu compliqué. Mais il y a quand même eu des militaires qui ont accueilli les interprètes. C'est-à-dire, en gros, vous dites dans votre livre, il y a des militaires qui témoignent anonymement dans votre livre, qui ont été en fait assez dégoûtés de l'abandon de ces interprètes. Ah bah complètement, il n'y en a pas beaucoup qui ont osé parler, mais certains l'ont fait. Et effectivement, il y a un sentiment de rage contenue au sein de l'armée qui est assez fort, parce que effectivement, je pense que ces décisions, elles viennent de très haut, et les militaires qui sont sur le terrain, ils comprennent pas, c'est pas leur valeur. Ils nous disent que ces gars-là, quand ils étaient avec eux, c'était comme leurs propres soldats qui faisaient partie de l'équipe, tout simplement. Nous, on a rencontré des militaires qui étaient d'une humanité incroyable et qui ont fait énormément de choses pour leurs interprètes depuis la France et une fois qu'ils sont arrivés aussi. Une petite anecdote avec Abdul Razi, d'ailleurs, il nous avait confié ça. Un jour, il rentrait de patrouille, donc ils rentraient à leur base avec donc les militaires français, et un militaire vient voir Abdul Razik et lui demande un peu discrètement: écoute, j'ai perdu mon pactage lors de la patrouille dans une contrée juste à côté d'un village qui est tenu par les talibans. C'était en pleine nuit à ce moment-là. Et il demande à Abdul Razik: écoute, si jamais ça se sait, si ma hiérarchie le sait, moi je perds mon job, est-ce que tu peux aller s'il te plaît le chercher? Moi je suis vraiment dans une mauvaise situation. Il était au bord des larmes, etc. Et Abdul Razik a accepté. Donc il est parti en pleine nuit chercher ce pactage-là. Et à ce moment-là, il y a une offensive des talibans sur la base. Donc il était pris dans des échanges de tirs. Et il est allé chercher ce... Et vous étiez du mauvais côté de la ligne. Exactement. J'ai eu des treillis ou des vêtements militaires aussi. Et une fois que je suis arrivé là-bas, après, c'était comme la nuit. J'ai cherché et j'ai trouvé son sac avec son pistolet. Et puis, une fois que j'ai trouvé, les insurgés les ont tirés au-dessus de moi. Il y avait des accrochages entre l'armée française et les talibans. Donc moi, j'ai eu beaucoup de peur et je me suis couché par terre. Et puis, j'ai fui. Et je suis rentré au camp une fois que j'ai donné le sac avec le pistolet pour le soldat. Et le soldat, il dansait de joie, en fait. Vous étiez vous-même armé? Des fois, oui, parce que lorsque nous participions dans des opérations militaires dans le village de Rodbar, on l'appelle Rodbar, c'était à l'est de Kaboul. Là-bas, la situation sécuritaire était très précaire et nous étions obligés d'être armés avec gilet parabat, le casque. J'ai des photos, tout, si vous voulez, je vais vous montrer. Les interprètes, d'ailleurs, avaient conservé pas mal de documents de leur présence réelle, de leur travail réel avec l'armée française. Est-ce que vous aviez des contacts directs avec les talibans, notamment, par exemple, au moment d'arrestation ? Bien sûr, plusieurs fois. Ça m'est arrivé plusieurs fois que... à visage découvert. Comme je vous ai dit, nous étions le seul point de contact entre l'armée française, la population afghane, entre l'armée française et les talibans même. Parce qu'il y avait les chefs des talibans qui appelaient sur le numéro de téléphone du capitaine. Et nous, on était obligés de répondre à chef de taliban et de traduire ce qu'il disait pour le capitaine ou pour le commandant. Donc il y avait une arrestation aussi, comme je vous ai dit. Et là, vous étiez à visage découvert, on pouvait vous reconnaître? Complètement, bien sûr. C'était pour ça qu'à chaque fois qu'on rentrait dans le village, et donc le chef de village avec quelques personnes, il prenait la photo à la fin de la cérémonie, une photo de souvenir. Et c'était pour ça que notre photo était diffusée parmi la population, donc nous étions connus. Ça, c'était irresponsable de la part de l'armée française de laisser à visage découvert leur interprète, surtout lors d'interpellations de talibans. Les salaires, vous gagnez à la fin, au moment où l'armée française se retire en 2014, puisque vous êtes vraiment resté jusqu'à la fin, vous gagnez combien, Abdul Razik? Nous gagnions 750 € par mois, ceux qui parlaient deux langues. Mais ceux qui parlaient seulement anglais, ils gagnaient 650 €. Moi, j'avais vu d'autres sommes où ça pouvait s'approcher des 1000 €. Ça fluctue, ouais. On a eu quelques. Pour certains, on a eu des contrats à peu près à 1000 € maximum. Sur le contrat, c'était marqué 750 €. C'est quoi? C'est 20 fois le salaire de base en Afghanistan? C'est ce que vous avez écrit, en tout cas, dans votre enquête. Certains ont dit plus. En tout cas, c'était beaucoup. Après, ça dépend. Il y avait des gens qui gagnaient plus que nous. Il y avait des gens qui gagnaient moins que nous. Mais après, c'était pas. Mais vous étiez considéré comme très bien payé?
Oui, moyen. Non, enfin, on peut pas dire que c'était une paye énorme au vu des risques que prenaient les PCRL. Alors pour les militaires français, d'ailleurs, nous, on a eu un entretien avec Olivier de Bavinckov, qui était chef des militaires français de l'OTAN, des forces présentes en Afghanistan à l'époque, qui nous disait que c'était un salaire incroyable. Avec ce salaire, on pouvait vivre sur l'équivalent des avenues Montaigne ou dans le 16e avec ce salaire-là. C'est pas vrai. Je veux dire, c'était un salaire décent, mais c'était pas non plus un salaire extraordinaire. Mais ça veut dire que vous étiez, Abdul Razak, mieux payé que les gradés de l'armée régulière afghane ? Oui, j'étais mieux payé que... pas gradé, mais les soldats, je peux vous dire que après, il y avait des gradés qui touchaient plus que nous. Et du coup, ça crée quelques tensions sur le terrain, parce que ce que nous ont raconté certains militaires et certains interprètes, c'est que parfois, ils voyaient un interprète de 17-18 ans qui arrivait, qui était mieux payé qu'eux, et les soldats de l'armée nationale afghane qui étaient formés par l'armée française, voyaient pas toujours ces interprètes-là d'un très bon œil, et ça arrivait qu'ils aillent dire à l'oreille du militaire français, fais attention à lui, ou des petites choses comme ça qui créaient des tensions. Les contrats avec l'armée française stipulaient quoi en cas de départ des militaires ou de cessation d'activité pour vous, les interprètes? Il y avait quelque chose de prévu dans le contrat ou rien du tout? Et il n'y avait rien qui était prévu dans le contrat. C'était juste comme ça que si un jour le contrat c'est fini, donc vous ne saurez rien rembourser. Donc le contrat c'était rien. Mais à la fin, il y avait un général au nom de général Adem qui nous a promis, si un jour vous avez des soucis, on va vous donner le visa, on va vous protéger, on va vous emmener sur nous. Il faut qu'on revienne quand même sur ce travail incroyable, notamment grâce à une avocate, Quentin Muller et Brice Audelauer, qui va monter l'association et qui va faire un travail de fourmi très technique pour que enfin les demandes de visa puissent aboutir. Brice Audelauer ou Quentin Muller, je ne sais pas. Oui, cette avocate, elle s'appelle Caroline Decroix. Ça a été quelqu'un de très important dans cette affaire. Faut vraiment saluer son travail, parce que sans elle, je pense qu'on n'aurait même pas été au courant de ce qui s'est passé. Son travail, il a consisté à réunir un collectif d'avocats bénévoles avant tout, qui était dans la capacité de défendre les interprètes devant les tribunaux, parce qu'aujourd'hui le combat se mène devant la justice administrative, donc tribunal administratif et conseil d'État, où ils ont obtenu beaucoup de victoires. Elle a aussi interpellé beaucoup de politiques, organisé des manifestations, contacté des journalistes, et elle s'est rendue à Kaboul avec nous à l'été 2018 pour mettre un peu la pression sur l'ambassade et essayer de récupérer des dossiers qu'elle pouvait ramener pour faire des demandes d'aide juridictionnelle et monter l'affaire jusqu'au Conseil d'État. Et au Conseil d'État, elle a réussi à obtenir la protection fonctionnelle, qui est en fait ce qui a permis aux derniers interprètes qui avaient été refusés de venir en France, qui en fait... Alors la protection fonctionnelle, est-ce qu'on peut réexpliquer ? C'est une loi qui inscrit une loi française qui date de 1983, qui dit que un individu qui aide ou qui travaille main dans la main avec des fonctionnaires français a le droit à une protection. Donc c'est un peu flou, et ça n'avait jamais donné lieu dans l'histoire du droit français à un visa pour un étranger, et jamais à un auxiliaire d'armée. Et donc en décembre 2018, le Conseil d'État, Caroline Decroix, fait plaider au cabinet de François Sureau le cas d'un interprète afghan qui avait réchappé à 2 tentatives d'assassinat devant le Conseil d'État en demandant la protection fonctionnelle. Le Conseil d'État ouvre une porte, et donc ouvre une jurisprudence en exigeant au ministère de la Défense de délivrer un visa à cet interprète-là au nom de la protection fonctionnelle. Et donc depuis, il y a eu une trentaine de dossiers qui ont été instruits par les avocats de l'association, et ces avocats vont aujourd'hui devant le Conseil d'État face au ministère des Armées pour demander la protection fonctionnelle à leurs clients. Et le ministère de la Défense est très embarrassé par cette jurisprudence, puisqu'aujourd'hui, en fait, ce dont ils ont peur au plus haut point, c'est de créer un précédent qui les obligerait... Ils vous l'ont dit, ça, ou pas ? Oui. Parmi les gradés que vous avez rencontrés. C'est écrit dans des notes du ministère de la Défense qu'on a pu consulter, noir sur blanc. Mathieu Chi nous l'a dit, à l'époque, qui était conseiller social au ministère de la Défense. Et puis moi, récemment, j'ai rencontré un juriste des armées, du ministère des Armées, qui m'a dit en off qu'il recevait une pression monumentale de la part de leur hiérarchie pour gagner sur chaque dossier, parce que l'armée sait très bien que si jamais cette histoire des interprètes afghans fait grand bruit... elle fait déjà quand même pas mal de bruit depuis plusieurs années. Si, d'un point de vue juridique,
Si à chaque fois le ministère de la Défense perd sur chaque dossier au nom de la protection fonctionnelle devant le Conseil d'État, ça veut dire que le ministère de la Défense devra rapatrier chacun de ses auxiliaires qui sera en danger sur cette théâtre d'opération extérieure. Et comme je le dis souvent... En clair, vous dites que le problème pourrait se poser pour les personnels employés par l'armée française au Sahel. Au Sahel, évidemment. On a 3640 auxiliaires qui sont embauchés par l'armée en ce moment dans le monde. Donc ça va se poser au Sahel. Si jamais... S'ils sont potentiellement menacés par des djihadistes. Ça, c'est à eux de les prouver. Ça, c'est à eux de le prouver devant le Conseil d'État. Mais aujourd'hui, c'est une potentialité pour le ministère de la Défense et c'est un enjeu politique énorme et un enjeu financier énorme. Et c'est pour ça que cette affaire des interprètes afghans est une affaire qui n'en finit pas parce que le ministère de la Défense sait qu'il y a un enjeu derrière. C'est pas seulement en fait, moi je trouve que c'est pas seulement un oubli moral, c'est pas seulement un dédain vis-à-vis de ces auxiliaires qu'on a oubliés et de toute façon c'est une affaire passée. Non, c'est devenu une affaire politique. Alors, en même temps, vous parlez tout le temps du ministère de la Défense, mais ce qu'on comprend bien dans votre enquête, c'est que tout le monde se renvoie la balle, ou plutôt la patate chaude, entre le ministère de la Défense, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur, qui décide de qui va avoir des titres de séjour. Effectivement, c'est vraiment ce qui s'est passé pendant des années, que personne n'a. Au début, c'était vraiment du désintérêt, personne n'a voulu s'en occuper. Le ministère de la Défense disait il faut rapatrier quelques personnes, mais c'est pas à nous de délivrer les visas. Le ministère des Affaires étrangères disait nous on délivre les visas, mais c'est pas à nous de décider des critères ou de qui doit être rapatrié. Le ministère de l'Intérieur disait attention, c'est trop, on a trop de migrants. Le ministère du Logement disait mais où va-t-on les loger ? Et en fait, personne ne tranchait jamais. Il n'y a jamais eu un Premier ministre qui est venu... Sous la présidence de François Hollande, il faut bien préciser aussi qu'on est en pleine menace terroriste, avec les attentats du Bataclan, Charlie Hebdo, etc. Donc là aussi, il y a une frilosité, forcément. Oui, alors même qu'il y a des notes internes au ministère des Affaires étrangères, disons que le risque de menace terroriste d'un Afghan sur le sol français est proche de zéro, quoi. Mais effectivement, je pense qu'il y avait une peur de l'opinion aussi, mais je pense réellement ce qui les a bloqués, et nous, c'est ce qu'on a découvert dans notre enquête, c'est cette peur du précédent dont Quentin vient de parler, puisque dès 2010, ils changent les intitulés des contrats pour que les interprètes ne puissent pas se retourner en justice contre l'État français, et ils veulent surtout pas qu'il y ait une règle automatique qui pose le droit à un interprète qui travaille pour l'armée française, où que ce soit dans le monde, de revenir en France. C'est vraiment ça dont ils ont peur. Ils veulent pouvoir continuer à gérer ça au cas par cas, de façon individuelle et subjective. Vous avez rencontré des gradés de l'armée, vous l'avez dit, Quentin Müller, qui ont été en poste en Afghanistan, qui ont pris des positions en faveur des interprètes afghans qui ont été des aides si précieuses, mais pas tous non plus. Alors, c'est très compliqué. Enfin, moi, je ne vais pas du tout juger. Alors déjà, on en a rencontré peu des militaires qui voulaient en parler. Peu, ouais. Ça s'est toujours fait de manière très anonyme. Ce sont des gens qui avaient peur de perdre leur retraite ou leur travail, tout simplement. Et aujourd'hui, on se rend compte que quand l'association et les avocats demandent à des gradés de venir devant le Conseil d'État défendre leur ancien interprète pour dire voilà, en fait, moi, mon interprète, il était en relation avec des talibans, mais c'est parce que c'était des missions que je lui avais ordonné de faire et pas parce qu'il était un terroriste, on se rend compte que ces gradés ne vont pas devant le Conseil d'État. Et on se rend compte que les militaires ne répondent plus. Parce qu'ils ont peur, tout simplement. Ils ont peur de perdre leur retraite, de se faire licencier. Voilà, ça pourrait arriver légitimement. Voilà. Moi aussi, j'ai essayé plusieurs fois de contacter avec les militaires lorsque je travaillais avec eux dans la province de l'Afghanistan. Mais malheureusement... Certains vivent en France aujourd'hui. Voilà, personne ne m'a répondu. Ils voyaient mon message, mais ils ne répondaient jamais. Les rares qui se sont un peu engagés, qui sont allés assez loin en écrivant des lettres, en accueillant des interprètes chez eux et tout, souvent des militaires qui étaient par exemple proches de la retraite. Du coup, il y avait un peu moins d'enjeux sur leurs évolutions de carrière ou des choses comme ça. Mais... Pourquoi on n'entend pas les voix officielles dans votre livre de l'armée, de la diplomatie, du ministère de l'Intérieur, Laurent Fabius, Manuel Valls qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, Jean-Yves Le Drian, François Hollande. C'est pas faute d'avoir essayé, Moi, j'ai essayé sous toutes les coutures François Hollande. On a essayé aussi beaucoup Fabius. On a tout essayé. On n'a jamais eu de réponse. On a eu le directeur de cabinet de Jean-Yves Le Drian. C'est la seule personne où nous avons parlé. Vous dites, vous êtes très clair dans l'enquête, vous dites, s'il y a une constante dans cette enquête, c'est celle-ci. Tous nos interlocuteurs sont convaincus d'avoir fait un excellent travail. Si les choses ont déraillé à un moment ou à un autre, c'est le fait d'un autre ministre, d'un préfet, d'un ambassadeur, d'un agent de renseignement
ou d'un directeur de cabinet qui aura failli à son devoir. Chacun pense avoir entrepris le maximum dans son périmètre, avoir mis en œuvre tout ce qui était en son pouvoir pour ces malheureux interprètes. Alors c'est quoi ? C'est du cynisme, de l'incohérence, c'est quoi finalement ? Je dirais que c'est du cynisme et de la hauteur d'esprit aussi. Nous, on a vu des gens qui nous recevaient derrière leur bureau très confortablement installés dans les interviews et qui nous disaient vous savez, l'Afghanistan c'est compliqué, tout le monde ment. Des choses comme ça, alors qu'ils y avaient passé que quelques mois et qu'ils étaient probablement pas beaucoup sortis de leur base ou des choses, enfin des trucs mais assez hallucinants sur des jugements qui n'étaient pas basés sur grand-chose et beaucoup de cynisme, beaucoup de cynisme en disant vous savez que c'est compliqué, comment est-ce qu'on va faire pour les conflits futurs. L'idée aussi bien ancrée que finalement ces personnels comme vous, Abdul Razak, ils ont été payés, ils ont été bien payés pour faire un travail et que c'est terminé. C'est ça aussi, non ? Bien sûr, oui, c'était comme ça. Comme nous étions payés jusqu'à la fin. Et puis une fois que la mission c'est fini, c'est fini. À qui vous en vouliez quand vous étiez en attente de visa entre 2014 et 2016 avec des menaces de mort ? On attendait toujours l'armée française. On a déjà fait la demande plusieurs fois pour la protection fonctionnelle. Lorsque nous travaillions avec l'armée française à Kaya, à l'aéroport de Kaboul, et moi j'ai fait porte-plainte plusieurs fois au commandant de sécurité. On l'appelait DPST. C'est-à-dire DPST, c'était les renseignements militaires à l'époque. Renseignements militaires. Et même j'avais emmené des preuves et tout ça, mais il n'a rien dit. Il a dit que c'est normal. En Afghanistan, c'est toujours comme ça. Il y a beaucoup d'attentats qui se perpètrent sur la rue, parmi l'agglomération et tout. Voilà, il n'a jamais répondu une réponse pertinente. Comment ça s'est passé pour ceux qui ont travaillé pour d'autres pays de la coalition, des interprètes qui ont travaillé pour les Américains, pour les Anglais ? Voilà. Il y a des cas intéressants. Il y a certains interprètes qui n'ont pas eu beaucoup de chance, notamment chez Kip Dakik, qui est un des personnages de notre BD. C'est qu'ils ont travaillé pour plusieurs armées de l'OTAN. Et par exemple, il y en avait qui avaient fait 2 ans pour l'Angleterre, 1 an pour l'Allemagne et puis 2 ans pour la France. C'est arrivé. Parce qu'ensuite, une fois qu'ils avaient les compétences, qu'ils étaient formés, c'était possible de retrouver du travail comme ça. Pour cela, ça a été vraiment compliqué parce que l'ambassade de France à Kaboul pouvait dire vous avez travaillé pour les Américains, allez plutôt voir les Américains ou allez voir l'Allemagne. Et effectivement, l'Allemagne et les États-Unis ont rapatrié beaucoup plus de monde que la France. L'Allemagne, qui avait un contingent militaire à peu près équivalent au nôtre, en a rapatrié 760 des interprètes. Voilà. Moi, je connais un d'entre de mon ami qui avait travaillé pendant 6 mois avec les Américains et 3 ans avec l'armée française. Donc, son visa a été refusé par l'ambassade de France en disant que vous avez travaillé pour les Américains. Finalement, il a réussi d'obtenir le visa de l'ambassade d'Américains et puis ça faisait partie des critères, c'était de dire aussi, on avait eu une conversation avec Olivier de Mavinkov qui avait choisi, qui faisait partie de la commission secrète en 2012 et qui disait effectivement, avec sa voix un peu grave, un interprète afghan qui a travaillé 6 mois pour les Australiens et 1 an pour nous, c'était pas un interprète fidèle à la France, donc il n'avait rien à faire chez nous. Donc oui, ça faisait partie des critères aussi. Ça, c'est une conviction très, très française. Effectivement, il fallait prouver, vous l'expliquez bien, voilà, son attachement à la France, aux valeurs françaises. Et c'est pour ça aussi que le fait d'être parfaitement francophone, d'avoir été notamment éduqué dans les lycées français de Kaboul, était un point très, très positif. Vous dites l'armée américaine, ils ont une évaluation des dossiers qui est basée sur un système de points à remplir avec des critères objectifs. Si on n'a pas le nombre de points, terminé. Ouais, il y avait 3 critères. C'était la durée de service rendu, l'état des menaces, et le 3e m'échappe. C'était la capacité d'intégration. Non, ça c'est pour la France. C'est pour la France. Il y a un 3e critère. Qui est plus subjectif, justement. Ouais. Il y a un 3e critère assez objectif qui m'échappe. Mais surtout, ce qui est important, c'est que ces critères-là étaient débattus devant le Congrès. C'est-à-dire qu'ils étaient débattus de façon démocratique, ce qui a fait que des sénateurs américains ont pu s'engager publiquement dans les médias, lancer le débat médiatiquement et politiquement surtout sur le rapatriement de ces interprètes-là, ce qui fait qu'il a pris une ampleur, le débat aux États-Unis, qui est beaucoup plus importante et que surtout, tous les ans, les interprètes peuvent recandidater
au visa. Alors c'est un peu plus en danger avec Trump aujourd'hui, mais jusqu'à il y a très peu de temps, ils pouvaient tous les ans recandidater, alors que nous, on a fait 3 vagues, et à chaque vague, on disait « c'est terminé, on n'accueillera plus personne après ce coup-ci ». Alors aujourd'hui, où est-ce que ça en est? Emmanuel Macron, pendant sa campagne, avant d'être élu, avait qualifié cette situation de faute, de trahison, en la comparant d'ailleurs à celle des Harkis, avec l'Algérie, ce qui n'est pas tout à fait similaire, hein. Le malheur de cette histoire, c'est que Macron, effectivement, c'était une promesse électorale. Ça a mis du temps avant de se mettre en place. Moi, j'ai souvenir des premiers rapports de réunions interministérielles qui datent de début 2018 et les premières sélections ont été effectuées en novembre 2018. Donc ça a mis extrêmement longtemps à se mettre en place parce que personne ne voulait s'occuper de ce dossier. En fait, tous ceux qui s'étaient occupés de cette affaire-là sous Hollande l'ont récupéré sous Emmanuel Macron. Et nous, on a eu des entretiens, des gens qui nous disaient que là, tel vous et parlez tel... du ministère des Affaires étrangères, notamment? Des affaires étrangères, notamment. Et personne ne voulait s'occuper de cette affaire parce que c'était quelque chose qu'on pensait avoir mis sous le tapis et que c'était terminé. Mais bon, parce que Emmanuel Macron, on a parlé pendant sa campagne, bon, on va refaire un petit geste. Et c'est comme ça que s'est déroulée cette troisième et dernière sélection qui a été une catastrophe. Parce que l'ambassade française à Kaboul ne voulait pas recevoir les interprètes et leurs familles pour vérifier leur passeport. Donc il a fallu les envoyer à l'ambassade française au Pakistan. L'ambassade française au Pakistan ne voulait pas parce qu'ils étaient soi-disant... L'ambassade française avait quand même été l'objet avait été en grande partie endommagée par un attentat en 2017. Nous, on s'y est rendu. On a rencontré l'ambassadeur, François Richy à l'époque, qui nous disait on n'a plus le matériel pour faire les visas. Ah bon, ben nous, on savait pertinemment que pourtant, ils faisaient des visas pour des diplomates afghans, pour des professeurs de français afghans, donc c'était un mensonge. Donc non, c'était faux. Ils pouvaient le faire matériellement parlant. Était cassée. Bien sûr, ils avaient la possibilité de donner le visa pour le professeur de lycée Istiklal, mais ils donnaient le visa pour les professeurs. Voilà. Donc on a fait transiter des familles avec des papiers. Comme quoi, qui attestait qu'ils avaient travaillé pour l'armée française, de Kaboul à Jalalabad, en passant par en allant au Pakistan. Enfin, c'était très compliqué de prendre le visa du Pakistan, donc ça prenait au moins 6 mois, 5 mois. Vous avez dû prendre cette route très dangereuse entre Kaboul et Islamabad pour aller Non, moi comme je vous ai dit, je suis venu en 2016. 31 mars 2016. Donc là, c'était encore des visas qui étaient faits à Kaboul. Avant la destruction de l'ambassade. Abdul Razak, vous ne nous avez pas encore dit comment vous avez reconstruit votre vie en France depuis 2016, donc depuis près de 4 ans. Depuis que je suis venu en France avec ma famille, donc j'ai suivi une formation en électricité. Comme à la base, je suis ingénieur, j'ai fait mes études en génie civil. J'ai un bac plus 4 en génie civil. Et puis, j'ai vu qu'il n'y a pas de travail à Lens, comme c'est une petite ville. Dans le nord de la France. Voilà, j'ai commencé à suivre une formation d'électricité. J'ai fait un niveau de bac. Et puis, j'ai trouvé un travail en électricité. Actuellement, je travaille dans une entreprise à Chauny, c'est juste à côté de Lens. Et donc, les enfants, ils vont à l'école. Est-ce que vous êtes heureux? D'un côté, je suis heureux. D'un côté, tout le monde, chacun son pays, en fait. D'un côté, je suis heureux que je suis loin de la menace. Et donc, là, ici, je suis tranquille. Mais de l'autre côté, mon pays me manque. J'ai des amis là-bas, j'ai ma famille là-bas. Donc, voilà. Quelle leçon, Quentin Müller et Brice Adenauer, quelle leçon il faut retenir finalement sur l'attitude de la France dans cette histoire? Moi j'ai envie de dire là aujourd'hui, pour celles et ceux au Sahel qui veulent s'engager pour l'armée française, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que vous allez vous engager pour peut-être une noble cause, pour aider son pays à lutter contre le terrorisme, à lutter contre l'obscurantisme, à établir peut-être plus de démocratie, je ne sais pas. Mais il y a aussi un élément parallèle, c'est que vous allez être mis en danger du fait de votre mission. Et quand la France partira, il ne faudra pas compter sur le ministère de la Défense
pour être rapatriés, puisque le ministère de la Défense fera tout pour vous empêcher d'être relocalisé en France. Donc c'est hyper important de dire aujourd'hui que, moi je prends toujours cette anecdote d'un militaire français qui avait dit aux avocates et à Caroline Decroix, comment voulez-vous que les autres auxiliaires qu'on va embaucher sachent ce qui s'est passé avec les Afghans? Voilà, vous voyez le cynisme, le niveau de cynisme. Donc aujourd'hui, pour tous ceux au Sahel qui veulent s'engager pour l'armée française, faites attention. Merci à tous les trois. Quentin Müller, Brice Adlauer, traducteur afghan, une trahison française, c'est publié, c'est une bande dessinée, La boîte à bulles. Il y a le livre enquête surtout, Taoujman, publié chez Bayard. Et merci aussi à vous, Abdulrazek Adil, le président de l'association des anciens interprètes en Afghanistan. Merci à tous les trois.